ayez une vision pour votre boîte qui n'est pas forcément un bench par rapport à vos concurrents dans le même milieu. Mais il faut que vous ayez une vision qui correspond à une boîte qui vous inspire et que vous vous disiez, si cette boîte faisait du fitness demain, comment est-ce qu'elle le ferait? Moi, par exemple, je suis fan de Nike, je suis fan de Apple et en termes de cadrage et d'expérience client, je suis fan de Starbucks. Donc, je me suis dit, demain, si Apple, Nike ou Starbucks, ils créaient une enseigne de fitness, comment est-ce qu'ils la créeraient? Quel process ils mettraient en place? Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Vincent Martin, directeur business réseau chez EasyGym. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Vincent. On est revenu sur son parcours professionnel et sa passion pour le sport. On a parlé de management et d'expérience professionnelle. On a parlé d'avenir du fitness et son rôle sociétal. On a bien sûr abordé le club EasyGym, son modèle et ses différents projets d'expansion. On a parlé de leadership, de culture d'entreprise et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Vincent. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du business. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Vincent Martin. Salut Vincent. Salut. Merci de me faire l'honneur de participer à cet épisode-là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, en quelques mots, qui c'est Vincent et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et on reviendra bien sûr en détail sur ton riche parcours. Alors, qui suis-je? Je suis dans le milieu du sport et du fitness depuis 2001 maintenant. Donc, je fais partie des vieux du milieu. C'est clair. Voilà. Donc, j'ai eu un peu tous les postes dans ce milieu, de coach à directeur de club, manager de réseau. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, je suis directeur. Alors, mon poste maintenant, c'est directeur business France pour EasyGym, donc une enseigne naissante dans le milieu du fitness et dans le milieu du fitness, on va dire, généraliste. Excellent. Moi, ce qui me plaît, c'est cette vision un peu à 360 que tu as un peu du marché du fitness. On a démarré, je pense, dans les mêmes années, parce que j'ai passé moi, mon BE dans les années 2000. Avant de démarrer sur ça, le Vincent tout petit, c'était qui? C'était quelqu'un qui était passionné de sport? Tu avais cette vision de vouloir travailler dans ce milieu-là? Ou comment c'est venu, justement, tout ça? Alors, moi, je n'ai pas eu trop de questions à me poser sur mon orientation, parce que depuis tout petit, si j'avais une angoisse, c'était de trouver quel métier j'allais faire, mais quel métier j'allais faire dans le sport. Parce que dans notre génération, tu as dû connaître les conseillers d'orientation qui te disaient « Tu veux faire du sport? Prof de PS. » Voilà. Donc, comme tout le monde, pendant longtemps, je me suis dit « Bon, ça sera prof de PS. » Et puis, par la suite, j'ai cherché les différents métiers qu'on pouvait avoir dans le milieu du sport, qu'on pouvait faire dans le milieu du sport. Et puis ensuite, arrivé au moment du lycée, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver, quoi. Est-ce que je vais partir en STAPS et puis faire prof de PS un peu comme tout le monde? Ou est-ce que je vais trouver un métier dans le sport où je vais faire vraiment du sport? Parce que ce qui me gênait avec le job de prof de PS, c'est que on était certes dans le milieu du sport, mais dans une situation très attentiste et d'observation, d'analyse, on va dire, et puis surtout d'accompagnement de personnes qui n'étaient pas forcément passionnées par l'activité sportive. Voilà. Mais sinon, je suis, pour répondre à ta question, depuis l'âge de 6 ans, mes parents m'ont pas laissé le choix. Ils m'ont dit, il faut t'inscrire à un sport. Et j'étais assez hyperactif. Donc, étant donné que mon frère faisait de la natation, que c'était plus simple pour ma mère, elle m'a dit, allez, fais de la natation. Donc, 2 fois par semaine, je faisais de la natation. Et puis surtout, on lui a dit que la natation, ça allait bien me fatiguer.
Et ben non, loupé, ça me fatiguait toujours pas. À chaque récréation, je faisais 30 minutes de foot à fond. Et malgré ça, j'étais pas fatigué. Faut savoir qu'à partir de l'âge de 6 ans, quand ma mère elle me laissait le droit, je mettais mes baskets et je faisais des tours de pâté de maison en courant. Tu vois. Donc j'étais vraiment un gros hyperactif. Et puis j'aimais bien me bagarrer un peu dans la cour et j'avais des copains qui faisaient du judo. Donc j'ai dit à ma mère, il faut que tu m'inscrives au judo parce que mes potes, ils m'apprennent des prises de judo dans la cour de récréation, je veux faire comme eux. Donc pour essayer de me fatiguer un petit peu, je faisais de la natation, je faisais du judo, donc je faisais du sport quasiment tous les jours. Et en plus de ça, en parallèle, je jouais au foot avec mes potes et je faisais aussi du basket. Donc j'étais vraiment toute la journée. Biberonné sport, quoi. C'est ça. Et puis surtout, voilà, celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est mon père, qui est un grand sportif, qui a été cycliste, qui a eu son propre club de vélo, qui est moniteur de parapente, qui a fait de l'alpinisme et qui a été en équipe de France de tir et qui a même été champion de France de tir. Donc voilà, avec un papa comme ça, fallait que je suive. Et puis très vite, il a vu que dans la famille, j'allais suivre un peu son chemin, donc il m'a poussé à aller de plus en plus loin dans les divers sports et les diverses compétitions. Et comment on arrive, parce que moi je suis un peu rentré, je t'avouerai, dans le fitness par hasard, parce que l'école privée, moi je voulais être entraîneur de foot et faire une carrière un peu plus dans le foot. Et en fait, l'école privée, donc l'IRSS, proposait le tronc commun. Et après, il y avait cette fameuse spécialité métier de la forme. Et donc je me dis, bon, avant de passer mes diplômes, je vais faire métier de la forme. Et tu vois, plus de 20 ans après, je suis toujours dans le cursus. Toi, tu as été dirigé dans le fitness parce que, avec un truc spécifique, ou ça s'est fait comment? Totalement par hasard. Alors en fait, moi, je vais même te dire que je suis parti avec ma mère une fois, on a entendu parler d'un grand centre d'orientation dans Paris qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe encore, ça s'appelait le CIO. Donc en fait, dans les collèges, dans les lycées, on avait rendez-vous avec une conseillère d'orientation qui était parfois, même souvent, un peu lunaire. Je ne sais pas si tu as vu le sketch d'Alban Ivanov, je trouve que ça représente exactement ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Et donc, ma mère me dit, écoute, il y a un centre qui s'appelle le CIO qui a l'air un peu plus intéressant. Et on s'est retrouvés là-bas et je me rappelle qu'on nous donnait des classeurs avec, en fonction des domaines qui nous intéressaient, un tas de professions différentes. Et là, en lisant, c'était assez bien fait, il y avait le descriptif, il y avait le nombre d'études qu'on devait faire. En lisant les descriptifs de chaque métier, je suis tombé sur les brevets d'État qu'on m'avait absolument jamais parlé, et notamment d'un brevet d'État, le premier brevet d'État que j'ai passé, qui n'existe même plus d'ailleurs, qui s'appelait le BESAPT, qui était un brevet d'État sport appliqué pour tous, qui était un brevet d'État assez général. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout fitness. Et j'ai dit à ma mère, mais au lieu que je fasse 4 à 5 ans d'études STAPS pour tenir un sifflet et puis mettre des notes à des élèves qui n'en ont rien à faire, moi, je veux faire du sport directement en rentrant dans cette branche BESAPT. Et puis, en plus, ce qui me plaisait, c'est que avec le BESAPT, il y avait une alliance entre le sport et le social qui me plaisait bien. Donc, je me suis dit, tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je suis né dans le 93, donc où le sport était un vrai moyen pour s'en sortir et un vrai moyen pour se différencier de manière positive. Et je me suis dit, bah voilà, je vais rentrer là-dedans et puis je vais faire avancer les choses dans les quartiers où j'ai grandi, notamment grâce à ce métier d'éducateur sportif assez général dans un premier temps. Donc pendant un an, je suis rentré dans une mairie où, en parallèle en alternance en fait, avec mon BE. Et puis dans cette mairie, j'ai découvert des cours de fitness. Okay. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis assis la première fois, j'ai regardé, c'était un cours de step. Et c'était un prof qui était super sympa et qui m'a dit, donc il m'a posé des questions et puis je lui ai demandé ce qu'il faisait, quelle était la définition de son métier, les différentes activités qu'il pratiquait. Donc il m'a parlé du step, il m'a parlé du LIA à l'époque, il n'y avait absolument pas les Smiths ou ces choses-là. Il m'a parlé de plein d'activités. LIA, ILO, exactement. Et puis, il m'a dit, et là, il m'a parlé de son taux horaire. J'ai dit, oh là là, alors là, le mec, comment ça se fait qu'il gagne 3 fois plus que moi, tu vois? Donc, c'est pas ce qui m'a interpellé en premier, mais quand même, je me suis dit, mais comment il se fait pour se faire autant d'argent que ça? Et je lui ai dit, est-ce que je peux venir à un cours la fois prochaine pour essayer? Et j'ai été le mec le plus nul du monde. J'ai été
le plus nul de sa classe. Même des mamies étaient 10 fois plus fortes que moi. J'avais aucun rythme. Et finalement, ça m'a vexé. Et je suis revenu. Et je me suis dit, mais il faut que j'y arrive. Et à force de persévérer, j'ai adoré ça. Et cette personne-là travaillait également à Vital Beaubourg, qui était le temple du fitness. Et il m'a dit, bon, là, tu arrives à peu près à t'en sortir en step avec les mamies, tu vois, et maintenant, je vais t'emmener vraiment dans le lieu, dans la Mecque du fitness, club monté par Christophe Andanson et sa femme. Et il m'a dit, voilà, maintenant, et puis là, il m'a amené dans un step un peu plus confirmé. À nouveau, j'étais complètement perdu. Mais finalement, à force de m'acharner, j'ai même acheté un step, j'en faisais dans mon salon et tout. Mais en cachette, hein, en cachette, parce que dans le 93, tu peux te douter que dire que tu fais du step, c'est pas forcément la meilleure chose, enfin la chose la plus valorisante, on va dire. Et donc, je me suis acharné. Et un an après, j'ai croisé Alain Baraz, qui était l'associé de Christophe Andanson. Et avec sa manière très brute de demander les choses, il me dit, mais qui t'es, toi? Je te vois tout le temps, t'es quoi? T'es adhérent? T'es prof? Et en fait, mon pote me faisait rentrer sans que je paye. Donc, je lui dis, bah écoute, moi, je viens pour donner des cours s'il y a besoin. Et il a senti que j'avais vraiment très envie. Et il a chopé la directrice, il lui a dit, bon, tu y trouves quelques créneaux à lui. Et je me suis retrouvé prof de fitness. Non. Sans avoir le diplôme. Et là, j'ai commencé, donc après, j'ai validé le diplôme plus tard parce que je suis rentré dans les clous. Mais j'ai démarré, voilà. Et ce qui m'a sauvé en partie, c'est que tout de suite, j'ai démarré dans d'excellents clubs. Je ne me rendais même pas compte du niveau qu'ils avaient, en fait. Hein. Tout de suite, je démarrais dans des salles comme les clubs Vital, au Cercle de la Forme à Paris. Et tout de suite, j'ai enseigné dans des super clubs avec un super niveau. Et j'ai dû m'adapter, quoi. Parce que dans ces clubs-là, tu les as connus aussi. Soit tu arrivais à satisfaire le public, soit tu étais mort, quoi. Tout de suite, il y avait une solution à l'accueil et tu revenais plus jamais. Donc, je me suis acharné. J'avais des tas de cahiers où j'écrivais les chorés. J'achetais des VHS avec des profs, d'excellents profs, comme par exemple Lionel Aubringer ou autres. J'allais les voir en convention. J'écrivais, comme à l'époque, on n'avait pas les portables qui filment. Je regardais leurs chorés. Et j'étais avec un cahier sur le côté en train de noter pleine balle tout ce qu'ils faisaient comme choré pour essayer. On a fait les mêmes choses, c'est assez drôle. Voilà, donc j'étais acharné. Et puis bah, petit à petit, j'ai dit à mes potes, parce qu'ils me disaient, mais tu travailles plus en mairie. Donc j'ai dû leur dire, non, mais tu sais, maintenant, je suis prof de muscu. Alors qu'en fait, je faisais du step et de l'ILO. Mais la chance que j'avais, c'est qu'ils ne sont jamais venus me voir. Donc pour les potes de mon quartier, j'étais prof de muscu. Voilà. Excellent. Le démarrage, c'est assez marrant, mais ça me rappelle d'excellents souvenirs. Et à cette époque-là, tu te voyais en vivre, enfin toute ta vie, ou c'était quoi ta réflexion par rapport à ça? Tu vivais le jour et puis. Ouais, alors j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Quoi qu'il en soit, je voulais vivre du sport. Et à l'heure actuelle, après 23 ans dans le milieu, je me pose toujours pas de questions. Je veux vivre du sport et je vivrai du sport, que ce soit dans le fitness ou autre chose, mais je ne me vois pas faire autre chose. Et je m'intéresse à plein de sujets, mais ma plus grande passion reste le sport. Donc je continuerai à être dans le sport. Et oui, je vivais au jour le jour. Et alors, j'avais l'ambition de moi-même être meilleur. Mais j'ai jamais eu de plan de carrière en fait. Toutes les évolutions que j'ai eues sont toujours arrivées un peu avec le temps, avec des rencontres, avec de l'acharnement. Mais je vivais au jour le jour tout en ayant l'objectif à chaque fois de m'améliorer. Contrairement à ce que certains peuvent penser quand ils parlent avec moi, je ne suis pas très sûr de moi en fait dans la vie. Et donc en fait, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas très bon. Donc il faut que je m'acharne 4 fois plus que tout le monde. Donc j'ai toujours fait dans tous les domaines, tout en étant passionné. Donc, dès que je touche à un domaine, je me dis, bon, ok, bon, bah, je suis peut-être pas très bon, il va falloir que je m'acharne, et puis il va falloir que je travaille 4 fois plus, et puis de toute façon, c'est pas grave parce que ça me passionne, et que l'échec me fait pas peur. Donc, j'ai toujours été dans cet état d'esprit, quoi. En effet, je vis au jour le jour, mais dès que j'ai acquis que je semble avoir acquis quelque chose, je me dis, ok, maintenant, il va falloir que je sois meilleur, ou du moins que je trouve encore un autre domaine sportif où je pourrais m'améliorer. C'est un petit peu ma façon de voir. Et
Comment s'est fait cette évolution du coup de prof cours collectif? C'est quoi après? Tu as été le prochain step, ça a été quoi? Alors après, en fait, j'ai passé, ce qui est super dans ce métier, c'est qu'on peut passer, et petite parenthèse, c'est ce que je trouve un peu dommage avec la génération actuelle, on y reviendra sûrement après, mais on peut passer énormément de certifications. J'avais la chance de travailler dans des clubs Vital, et je demandais, les clubs Vital offraient énormément de formations à l'époque, du fait que Christophe Andanson, qui est à la fois le fondateur des Vital et le président des Smiths Euromède, nous donnait la possibilité d'accéder à ces formations. Je grattais toutes les formations possibles. Dès qu'il y a un concept qui sortait, je me mettais dessus. Dès qu'il y a un nouveau module, je me mettais dessus. La dernière fois, j'ai trié parce que j'ai tout gardé en version papier. Je me disais, il va falloir que je numérise ça un jour parce que si je les perds, j'ai compté entre 2001, donc vraiment sur la partie coach sportif, on va dire, entre 2001 et 2015, j'ai passé 53 certifications. J'allais absolument sur tout. Il y avait quelqu'un qui me disait « Ah tiens, je passe une certification d'un anglais en prépa physique. » J'y allais. Je suis parti en Suisse, je suis parti partout. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui me passionnait, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. J'avais toujours un budget dans ma paye, budget formation. Tac, et je partais. Alors, soit je me le faisais payer, soit je le payais moi-même, mais j'étais toujours en formation. Et ces diverses formations m'ont amené à être, je pense, assez spécialistes dans le domaine technique, m'ont amené aussi à des formations des fois qui s'orientaient un peu vers le management. Tu as dû connaître aussi les formations qu'on appelait les formations GFM. Donc j'ai passé toutes les différentes formations GFM, j'ai passé des formations avec Jean-Philippe Pérez sur les formations supersoniques, des choses comme ça. Donc toutes ces formations-là m'ont amené à maîtriser de plus en plus de domaines dans le milieu des salles de sport. Et pareil, dans mon acharnement et dans mon engagement, dans toutes les salles où je travaillais, je m'engageais vraiment comme si c'était ma salle. Donc, je faisais tous les remplats, je faisais tous les créneaux que les gens ne voulaient pas. Et j'aidais mes patrons à mettre un coup de peinture. Et je pense que cet engagement s'est rapidement vu. Ce qui fait que j'ai démarré prof à 19 ans et à 24 ans, suite au renvoi d'un directeur, le propriétaire d'une salle, à la fin d'une réunion où il demandait des idées de chacun, me dit bah écoute, c'est toi qui vas être maintenant le manager du club. Donc j'avais 24 ans, je dis ah bon? Il me dit ouais, je dis mais j'ai peut-être pas les compétences. Il m'a dit mais je m'en fous, tu es le plus engagé. Donc c'est maintenant toi. Donc à 24 ans, je me suis retrouvé manager d'un premier club, puis d'un deuxième, d'un troisième. Comment tu expliques cet état d'esprit? Parce que ça, c'est commun à toutes les personnes que j'interviewe. Et c'est vrai que je m'aperçois aujourd'hui, et je pense que tu as sans doute le même constat, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui ne s'investissent pas, qui ne veulent pas investir du temps, qui ne veulent pas investir de l'argent pour être meilleurs demain. Ça t'est venu une nouvelle fois de l'éducation, comment tu peux l'expliquer ça? Ouais, bah en fait, il y a mes parents, ils m'ont toujours inculqué quelque chose, et maintenant que je suis père, je le dis tout le temps à ma fille. Soit tu fais quelque chose et tu le fais à fond, soit tu le fais pas. Alors ça a développé chez moi un côté très binaire, dans le sens où quand il y a un sujet qui me passionne, je vais y aller à 300%. S'il y a un sujet dont je m'en fous, je vais clairement dire à mon interlocuteur, écoute, franchement, je m'y connais pas, ça m'intéresse pas. Je peux t'écouter, mais je suis personne dans le domaine dont tu me parles. Ça, j'ai aucun problème pour le dire. Par contre, quand ça me passionne, j'y vais à fond. Mais ça peut être sur un domaine comme ça peut être sur une personne. J'ai été un moment admiratif, très inspiré par des champions. Je pouvais lire 6 biographies différentes de la même personne pour vraiment maîtriser le truc. Donc en fait, j'ai un côté un peu, on va dire, obsédé dès que j'ai une passion, dès que j'ai quelque chose en tête. Et oui, pour répondre à ta question, en effet, dans ma famille, et notamment mes deux parents, et notamment mon père dans le domaine du sport, m'a toujours dit, quand tu fais un truc, tu y vas à fond. Tu vas te tromper, tu vas être nul, tu vas te casser la gueule, mais tu y vas à fond. Mon père, après, m'a mis au cyclisme, et dans mon parcours, je me suis retrouvé à faire du cyclisme, et je me rappelle, il m'avait dit ça. Premier entraînement, c'était en plein hiver, il faisait 3 degrés, j'étais gelé, je me suis fait larguer par tout le monde, et il est resté à côté de moi, parce que c'était le président du club. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, bah, c'est ça le vélo. Il m'a dit, tu vas te faire larguer, tu vas avoir froid,
Mais il m'a dit, maintenant, tu as commencé à mettre tes fesses sur un vélo, tu ne vas pas lâcher. Et ça, c'était il y a 26 ans et je suis toujours sur un vélo, tu vois. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on m'a mis en tête. Et c'est après, c'est aussi, je pense, une façon de fonctionner très intrinsèque qui est que je suis. Ouais, j'ai un côté un peu toqué et obsédé dès que je me mets dans quelque chose, quoi. Voilà, mais ça peut être dans tout, hein. Si j'ai décidé de refaire, ma femme pourra en témoigner, quand je décide de refaire les escaliers, je suis capable de les reponcer 5 fois jusqu'à que ça me convienne, tu vois. Donc voilà, c'est une façon de penser. Cette obsession, tu as plutôt bien réussi. Oui, oui, ça m'a bien réussi. Après, je peux aussi avoir conscience que c'est pas toujours évident, et ça, je fais très attention à ça aussi, c'est pas toujours très évident pour les gens qui m'entourent, que ce soit dans ma vie privée comme pour le travail, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et lorsque les gens ne fonctionnent pas comme nous, des fois, on a aussi un peu de mal à le comprendre. Donc, cette énergie un peu trop débordante sur des sujets qui me passionnent peut parfois être un peu trop oppressante pour certaines personnes aussi. Donc, j'ai appris avec le temps à être vigilant et à savoir moduler cet engagement que j'ai, qui n'est pas forcément le même pour tous les gens qui m'entourent. Mmh. Et donc, du coup, avec ta casquette de manager, qu'est-ce que tu apprends? Quelles sont les grosses problématiques auxquelles tu es confronté? Comment ça se passe? Bah alors, j'ai managé à différents niveaux. Le premier job que j'ai eu, c'était vraiment manager sportif. Donc, j'encadrais les équipes sportives dans les clubs. J'ai eu ce job sur 2-3 salles différentes. Alors, je dois te dire que nous qui sommes de la même génération, c'était vraiment un autre métier. Parce qu'à notre époque, les diplômes étaient un peu plus durs à passer que maintenant. Donc, ça faisait déjà un premier tri. Je me souviens, moi, du Krebs de Montry, où il y avait 120 personnes qui venaient, 20 qui étaient pris. Donc, déjà, je pense que la sélection faisait qu'on se retrouvait avec 20 personnes qui avaient vraiment la rage, qui étaient très entraînées. Parmi ces 20 personnes, il y avait, dans les 20, je dirais qu'il y avait 20 quasiment anciens sportifs de haut niveau, donc qui n'avaient pas peur de se faire mal, qui n'avaient pas peur de s'entraîner. C'était une génération où tous les profs donnaient 30 cours collectifs par semaine et ils rajoutaient à ça du coaching. Ça posait des problèmes à personne. Moi, je me souviens que j'ai managé des salles où j'avais même pas besoin de demander des remplacements. C'est-à-dire que les profs, ils venaient me voir, ils me disaient, bon, je serai absent, mais il faut savoir que le lundi, c'est un tel qui fera mes cours, le jeudi, c'est un tel, et le samedi, c'est lui. Ok, très bien, vous vous organisez. Moi, j'ai eu la chance de connaître cette période-là et d'avoir ce type de management sportif à prendre en main. Je dirais même pas à prendre en main, mais juste à encadrer, avec des équipes très engagées en termes de formation. Comme on le disait, on était une génération, je dirais la génération de 2000 à 2010, 13, 14, on va dire, qui était très engagée aussi en termes de formation et de challenge perso, qui fait que ce management-là, j'ai grandi plus grâce aux autres. J'ai plus l'impression que les autres m'ont fait grandir que moi, je les ai fait grandir, en fait. On était des teams où on fonctionnait ensemble. Et ils m'ont fait grandir sur beaucoup, beaucoup de points. Et j'ai vraiment, je peux remercier les équipes que j'ai encadrées pour l'apprentissage qu'ils m'ont apporté, surtout du fait que j'étais très jeune. Très souvent, j'étais le manager de gens plus âgés que moi. Donc, finalement, il n'y avait absolument pas de management vertical. C'était toujours très horizontal. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Ensuite, lorsque je suis passé directeur de club, là, il a fallu que je m'intéresse, parce qu'à l'époque, les directeurs faisaient tout. Il a fallu que je m'intéresse au commercial, il a fallu que je m'intéresse à la comptabilité, il a fallu que je m'intéresse à la communication, au marketing. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'agences marketing. Du coup, les patrons n'étaient pas du tout prêts à investir. Donc, il a fallu que je m'intéresse à tout ça. Et il a fallu que je me forme là-dessus. Et je suis d'ailleurs reparti à l'école assez tard, en école de commerce, par la suite, pour valider un master et un MBA qui m'ont permis d'avoir une vision plus large. Et puis ensuite, en termes de management, lorsque j'ai managé des réseaux, là, c'était un nouveau type de management parce que je manageais des managers, je manageais des directeurs et je manageais des directeurs de site, je manageais des directeurs de services parfois aussi, des gens qui avaient des égos parfois, je dirais, mal placés, des esprits qui commençaient à s'éloigner de l'esprit sportif,
Donc, au début, ça a été assez impactant pour moi. Puis, il a fallu que je module et que j'apprenne à comprendre comment fonctionnaient ces gens-là. Donc, je dirais que le management, de manière globale, m'a fait grandir sur tous les points. Et c'est une remise en question permanente sur la compréhension des autres et la compréhension de soi-même, en fait. C'est essayer de comprendre les autres, essayer de se comprendre soi-même. Et contrairement à ce que j'ai pu faire peut-être à certains moments, me dire à chaque fois, OK, quelle est la qualité principale ou les 2-3 qualités principales de cette personne que je vais pouvoir exploiter un maximum et qui vont participer à la construction du mur que représente l'entreprise dont je m'occupe. Donc, ça a été, et ça l'est toujours, un gros travail de développement personnel et de développement personnel que j'essaie de déployer et de reporter sur les autres pour qu'eux-mêmes se développent aussi. Donc, je pense que plus on grandit en termes de management, plus on s'oriente vers une sorte de coaching mental, plus que du coaching physique. Je pense que j'ai démarré ma carrière sur du coaching physique et au fur et à mesure du temps, je suis de plus en plus sur du coaching mental, quoi, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as compris? Parce que le management, c'est effectivement quelque chose qui est complexe. Qu'est-ce que tu as compris, toi, du management depuis toutes ces années? Alors, j'ai compris maintenant qu'il fallait aller assez vite pour détecter les qualités d'une personne, qu'il fallait aller assez vite pour détecter si la personne va pouvoir monter dans le train ou pas. Et une fois qu'on a décidé que la personne montait dans le train, il va falloir tout faire pour que cette personne grandisse et pendant qu'elle va grandir, elle va faire grandir l'entreprise. Mais avec les années, j'ai appris à aller vite avec les personnes que j'emmenais avec moi comme avec les personnes que je mettais de côté. Et là, il faut savoir le faire aussi. Et justement, il y a beaucoup, soit des coachs qui ont des équipes de coachs, ou il y a des managers et tout qui écoutent le podcast. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, pas comme technique, mais des idées en tout cas de choses à faire auprès de leurs équipes sportives ou autres, commerciales ou autres? Je pense que dans toute entreprise, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le fitness, il faut déjà être très clair sur les valeurs de son entreprise, sur le cadrage de son entreprise, sur tous les points. Moi, il y a une phrase que j'ai bien retenue quand je suis reparti à l'école, en école de commerce. Il y a une de nos profs, une prof en marketing, qui était une grande marketeuse dans des grandes boîtes, qui nous a dit « Ayez une vision pour votre boîte qui n'est pas forcément un bench par rapport à vos concurrents dans le même milieu. Mais il faut que vous ayez une vision qui correspond à une boîte qui vous inspire et que vous vous disiez, si cette boîte faisait du fitness demain, comment est-ce qu'elle le ferait ?» Voilà, moi, par exemple, je suis fan de Nike, je suis fan de Apple, et en termes de cadrage et d'expérience client, je suis fan de Starbucks. Donc, je me suis dit, demain, si Apple, Nike ou Starbucks, ils créaient une enseigne de fitness, comment est-ce qu'il la créerait? Quel process il mettrait en place? Donc, je pense qu'il faut démarrer là-dessus, il ne faut pas aller trop vite, il faut définir ses valeurs, il faut définir le cadrage de son entreprise en commercial, en marketing, en produit, en RH, et il faut définir des lignes claires, des process qui vont donner la base de son entreprise. Une fois que ça, c'est très clair, on commence à recruter son équipe et on commence à leur raconter l'histoire qu'on a envie de vivre tous ensemble. Très vite, il faut avoir l'habilité et l'ouverture d'esprit pour analyser, pour écouter les gens et se dire, OK, telle personne va monter dans le wagon et telle personne ne va pas monter. Alors, ce n'est pas de la cruauté de dire à telle personne qu'elle ne va pas monter, c'est forcément lui rendre un service parce qu'en fait, elle va être en souffrance d'une manière plus ou moins rapide et on va l'être également. Donc, je pense que ce qu'il faut absolument, c'est que les différents directeurs, les différents managers, que ce soit un manager qui va manager un club, plusieurs clubs, ou même, on en parlait tout à l'heure, une unité, par exemple, de personal trainer, il faut que tout de suite, il ait une histoire à raconter et qu'il ait un cadrage clair. Une fois que ce cadrage il est fait et que les gens rentrent dans ce cadre, là, on va composer avec les différentes qualités humaines qui peuvent créer une vraie richesse dans une équipe. Mais il faut absolument que ce cadre il soit clair pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de questions à se poser, qu'il n'y ait pas de déception et qu'il n'y ait pas des remises en question permanentes et des volontés de, comme on dit à chaque fois en France, on a 60 millions de sélectionneurs,
Si ce n'est pas très clair, on peut avoir dans une salle, si on a 30 coachs, 30 potentiels managers qui vont dire mais il fallait faire ça, mais moi j'aurais fait ci, mais moi j'aurais fait ça. Il ne faut pas qu'on arrive à cette situation-là. Il faut que les choses soient claires et que tout le monde aille dans la même direction. Et les personnes qui m'ont inspiré dans le milieu, qui ont réussi, c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, par exemple, j'ai plusieurs personnes qui m'ont inspiré dans le milieu, mais j'ai vu une personne reprendre une boîte qui était mal partie, qui en a fait quelque chose de génial. C'est Benoît Mazra avec Épisode. Voilà, j'ai travaillé avec lui dans les Club Med Gym. On était au siège du Club Med Gym ensemble. Il a basculé ensuite au groupe Verona pour reprendre l'enseigne Épisode, qui est une enseigne de boutique gym haut de gamme, très orientée sur la performance pour tous, on va dire. Et il a récupéré une marque qui était très floue. Et lorsqu'il l'a récupérée, j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit, ah bon, tu te lances là-dedans, c'est quand même très flou, on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils ont envie de faire. Il en a fait une marque où toute personne dans le milieu arrive à la définir en quelques secondes. Tous les coachs qui rentrent dans sa boîte savent les valeurs de la boîte, savent le cadrage qu'il va y avoir, et il arrive à faire monter en compétence des gens, et j'en suis admiratif. Il a récupéré des fois des coachs où je l'appelais, je lui disais, mais Benoît, tu le récupères lui, parce que tu te souviens, quand on était au Club Med Gym, on n'était pas fan. Et 3 ans après, je vois l'évolution de cette personne, c'est assez hallucinant. Et quand on parle avec Benoît, il a beaucoup de qualités, mais notamment, il a une qualité qui est de savoir raconter une histoire et de savoir cadrer un management et cadrer une boîte. Et si c'est un des exemples que je peux donner, il y a aussi, tu connais très bien, il y a aussi Jean-Philippe Pérez à Fronten qui a réussi à le faire. Et toutes les success stories dans ce milieu, et souvent dans le milieu du business, c'est des gens qui ont réussi à raconter une histoire avec un cadre précis. Et donc, je suppose que c'est ce que tu mets en place à Easy Gym. Voilà. Alors, en fait, Easy Gym, c'est une aventure dans laquelle on s'est lancé, alors vraiment avec une… Tu sais, j'ai en tête, je ne sais pas si tu avais vu cette image de Jeff Bezos qui est dans son premier bureau quand il a créé Amazon, où à la base, il voulait juste créer une… Ouais. Comment ? En fait, j'avais entendu dire que lui, Amazon, c'est la réduction des coûts et qu'au lieu d'acheter des bureaux, parce que des bureaux, ça coûtait trop cher, il prenait des portes et en fait, il en faisait des bureaux parce que, et en fait, une des valeurs effectivement d'Amazon, c'est que 1 centime ou 1 euro, ça a énormément de valeur pour la boîte. Bon, je ne sais pas si c'était ça que tu voulais faire référence. Il y a une image où, en effet, on le voit, il travaille sur des tréteaux et que dès le début, il a travaillé sur ce qu'on appelle les coûts marginaux et que les coûts marginaux multipliés ont fait juste sa richesse et que dans un premier temps, il était parti juste pour créer une grande librairie à coût réduit et notamment sur la revente de livres d'occasion. Voilà, Jeff Bezos, au début, c'était ça. Et puis maintenant, on voit ce qu'il est devenu. Qu'on soit fan ou pas, il y a quand même le respect du succès entrepreneurial. Et nous, on a démarré vraiment comme ça. On a démarré, on avait un bureau dans un premier club où on faisait passer des entretiens avec des personnes qui mettaient des plaques de BA13 à côté de nous. On avait du plâtre qui nous tombait sur la tête et on s'est dit, allez, go, on lance une boîte et on la crée de A à Z. Donc, on est parti à 4. Voilà. Et ça se passe comment? La réflexion, c'est 4 personnes, vous connaissez, vous dites, bon, on a envie de monter quelque chose. C'est quoi la genèse? Ça s'est passé. Alors, il y en a, les 2 big boss étaient des anciens big boss de la boîte Smartbox qui se sont retrouvés dans cette aventure. Au début, alliés à 2 autres personnes sur la Master Franchise France. Puis après, ils l'ont racheté. Ils ont été les uniques propriétaires. Ils s'entendent très bien avec le fondateur du groupe Easy, qui est Stelios, qui a été assez fan de notre concept. Et puis, voilà, eux, c'est 2 connaissances. Il y a Mathieu Cadoré, qui est surtout à la direction d'exploitation, qui est une connaissance d'un des 2 big boss. Et puis moi, j'ai été présenté par la team Planet Fitness, qui un jour m'invite à une conférence et me dit, alors, tes projets, je leur dis… Il y a un moment où, dans sa carrière, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour et j'étais arrivé à ce moment-là. Je me dis, j'ai un peu fait le tour, j'ai dirigé un peu tous les styles de clubs, du haut de gamme jusqu'à des modèles plus accessibles. Et puis là, j'ai plus beaucoup de marques qui m'inspirent. Et notamment, je parlais avec Vanessa Jodard,
et avec Léopoldine, son bras droit. Et puis, je leur disais, voilà, là, ce qui pourrait me motiver, ça serait un truc où vraiment on part de zéro et on recrée un modèle. Et j'étais aussi un peu nostalgique des clubs généralistes. Et en m'écoutant, elles me disent, faut qu'on te fasse manger avec 2 personnes. Et elles me mettent à table avec mes 2 futurs patrons en me disant, bah, juste ça, parle avec eux. Et ils disent aux 2 patrons, posez des questions à Vincent sur le milieu. Et on s'est retrouvés pendant 1 heure où c'était un système de questions-réponses, où ils me posaient des questions. Alors, si tu ouvrais une salle, tu ferais ça. Nous, on pense faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, on n'a même pas eu le temps de tout se dire. Et en partant, ils ont pris mon numéro. Ils ont dit, bon, on se retrouve sur Paris, on prend un petit déj ensemble. On s'est retrouvés, on a repris un petit déj ensemble, on a échangé. Absolument pas dans une situation de je postule pour un job, parce que j'étais déjà en poste. Et puis, à un moment, ils me disent, bon, voilà, nous, on va partir à zéro. On va créer un truc. On voudrait que tu nous suives. On aime bien tes idées. On aime bien le cadrage que tu as en tête. On voudrait que tu le déploies. Et puis, on va te présenter les personnes qui vont bosser avec nous. Donc, j'ai vu mes premiers, enfin, les personnes avec qui on allait être associés. Et puis là, j'ai réfléchi pas très longtemps, hein, 1 semaine, pas plus. Et je me suis dit, allez, go. J'ai jamais créé un truc depuis le début. Donc, maintenant, je vais le faire. Donc, on s'est lancé. On a ouvert 1 club, 2 clubs, 3 clubs, 4 clubs, 5 clubs sur Paris. Là, on arrive à une quinzaine de clubs. On a une bonne quarantaine de projets en tête et on est parti de zéro. Donc, j'ai créé, je me suis beaucoup occupé des process. Quand je te parlais des process et du cadrage, c'est marrant, ce matin, j'étais en train de faire le point pour mettre à jour les process et les distribuer aux équipes. Tu vois, là, en 2 ans et demi, j'ai créé 53 process, dont certains qui font 122 pages, tu vois. Donc vraiment, on est parti à zéro et à chaque fois, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai connu dans le milieu qui ne marchait pas, qui était un peu lancé comme ça de manière orale et qui était assez mal transmise? Quelles sont les choses que j'ai vues qui marchaient très bien aussi? Qu'est-ce que j'ai vu qui marchait bien mais qui n'est plus d'actualité? Et surtout, je me posais souvent la question, quand j'arrive dans un club et qu'on me remonte un problème, je creuse le problème et je me dis, OK, tu as connu ce problème, tu n'as pas eu de solution, c'est pas normal. Et si tu as connu ce problème, un autre club à l'autre bout de la France ou peut-être même un jour à l'autre bout du monde pourra le connaître. Donc souvent, je prends en main la personne qui a eu ce problème et je lui demande de travailler avec moi sur un process. Et on travaille sur un process, on le crée. Alors des fois, comme je te l'ai dit, ça peut être un process qui va faire 4 slides, comme un process commercial qui va en faire une centaine. Mais l'idée, c'est que tout soit très clair pour tout le monde et que mes équipes, quand ils ont un problème, ils tapent sur une bibliothèque en ligne et ils ont leur problème qui trouvent une solution assez rapidement. Donc, on a travaillé là-dessus, on a réussi à mettre en place pas mal de choses. On a solutionné beaucoup de choses parce que logiquement, quand on crée, on se trompe beaucoup aussi. Et puis là, on a l'impression d'être arrivé sur un modèle qui semble pas mal et qui se retrouve, contrairement au modèle de club généraliste il y a quelques années, qui se retrouve à nouveau dans ce qu'on appelle un océan bleu. C'est-à-dire que les modèles généralistes étaient écrasés, cannibalisés et étaient en train de s'étouffer les uns les autres. Donc, il y a beaucoup de grandes marques qui ont disparu, comme les Club Med Gym, comme d'autres marques, les salles vitales, et sont arrivés les grands clubs low cost, qui à nouveau, je pense, vont très rapidement aussi se cannibaliser, si ce n'est déjà le cas, avec Basic Fit, Fitness Park, On Air. Et nous, on s'est dit, bah voilà, il y a encore un public qui a envie de fitness généraliste. Il y a encore des publics qui ont envie d'avoir divers produits différents dans un même lieu. Et on est persuadé qu'on peut tirer notre épingle du jeu avec ce modèle. Et puis, on vise plus des clubs comme avant sur Paris avec 8-9 000 adhérents. Mais on se dit, OK, on va peut-être avoir des clubs avec 3, 4, 5 000 adhérents. Et puis, on va proposer ça un peu partout en France. Et puis, depuis quelques temps, mes patrons ont racheté la licence Europe et maintenant la licence Monde pour développer EasyGym dans le monde entier. Donc, on s'est dit, allez, on se lance là-dedans. Donc, le projet est arrivé comme Jeff Bezos sur une table avec des chaises pleines de poussière.
puis on a commencé à le construire. On n'a absolument pas la prétention de dire qu'on a trouvé le modèle parfait. On y travaille tous les jours, on se remet en question tous les jours. Et puis, on essaye de trouver le modèle. Du moins, on essaye d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et en étant la meilleure version de nous-mêmes, on essaye de déployer un modèle d'entreprise qui est inspirant. Excellent, excellent. Et du coup, c'est quoi le modèle EasyGym? Tu as repris les codes de ce que tu avais pu, toi, voir dans le passé sur certaines choses qui, toi, t'ont marqué. Comment vous êtes parti de cette feuille blanche? Alors déjà, on s'est calé sur le modèle du groupe Easy. Le groupe Easy, leur modèle, c'est qu'ils veulent apporter des services accessibles à tous et accessibles à tous les porte-monnaies et qui va correspondre à notre pouvoir d'achat et surtout à nos envies. C'est-à-dire que tous les consommateurs peuvent venir chez nous et vont payer ce qu'ils consomment et peuvent limiter leur consommation en fonction de leur budget. C'est-à-dire que clairement, lorsqu'on arrive, par exemple, chez Basic Fit, on sait que ça va être du low cost. Mais si on a envie d'avoir en plus un prof qui va nous donner un cours de body attack, c'est pas possible. Si on va dans des très belles salles comme l'usine, mais que j'ai juste envie de faire du cardio et de la muscu et de payer un prix réduit, c'est pas possible. Nous, on s'est dit qu'on allait créer le premier modèle où tout est possible. On peut payer ce qu'on consomme, on peut payer ce qu'on a envie de consommer, et surtout, on peut venir chez EasyGym, quel que soit son budget. Donc, on a des salles qui ne sont pas du tout des salles low cost, c'est du premium accessible. Et les personnes, un étudiant, par exemple, qui a envie de venir faire juste muscu cardio, va payer 24,90 €. Par contre, une personne qui a envie de faire de la muscu, du cardio, des cours collectifs, du yoga, qui va rajouter toutes les options, ça va assez rapidement monter à 54,90 € par exemple. Mais vous avez réussi à segmenter à l'intérieur même de vos centres. Ok, excellent. On a segmenté, on a réuni plusieurs publics au sein des mêmes centres. Mais par contre, même pour la personne qui va payer 24,90 €, ça reste des salles avec un investissement qui est assez important en termes de qualité de matériaux et de matériel. Donc, le matériel musculation, par exemple, est du matériel haut de gamme. On n'a pas pris du matériel bas de gamme. La décoration, c'est une décoration de qualité avec du bois, avec la métallurgie travaillée, avec une décoration vraiment propre à un cahier des normes clairement défini. Donc, même pour une personne qui paye 24,90 €, elle ne va pas du tout avoir l'impression d'être dans du low cost. C'est ce qui plaît. Après, un modèle aussi, enfin une particularité d'EasyGym, c'est qu'on veut que ce soit des clubs très bien tenus. Quand je te parlais de process tout à l'heure, il y a beaucoup de process sur la tenue des clubs, sur la propreté des clubs et sur l'environnement des clubs. Nous, c'est des clubs où on veut qu'il règne une ambiance bienveillante, calme. La musique est volontairement assez basse. On a une expérience olfactive qu'on a développée. Il y a des process de rangement très précis. Les adhérents savent que chez nous, on ne lâche pas les poids par terre, on ne crie pas. Toute personne qui a un comportement malveillant, mal poli est immédiatement renvoyée de la salle. Et ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'adhérents qui viennent chez nous, qui nous disent on vient chez vous parce que c'est calme, parce qu'on se sent bien, parce que il n'y a pas d'agressivité comme on peut en trouver dans certaines salles. Et vraiment, nous, les managers, on les mains libres sur l'acceptation ou non de certains. Enfin, on accepte tout le monde. Par contre, on peut renvoyer très vite aussi si les personnes ne rentrent pas dans le cadre. Et lorsqu'on étudie le persona de nos salles, on a principalement des CSP+, sur une tranche d'âge qui est assez large, qui peut aller de 20 à 60 ans, mais avec des personnes qui cherchent un environnement très à part notamment par exemple du milieu parisien, pour nos salles qui sont en plein dans Paris, et qui leur permet d'avoir une bulle dans cet environnement citadin, qui leur permet de se sentir bien quelques moments dans la journée. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut.
Donc, je suis membre, j'ai quoi? J'ai une carte, j'ai un bracelet qui me permet d'aller dans des différents espaces en fonction de ma formule. Comment vous Alors, voilà. arrivez justement Alors, à gérer ça, ça? nous, on a 100% de nos membres qui ont une application. Mm. Que tout le monde a téléchargé l'application. Après, il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise avec cette application, donc on a la possibilité de matérialiser avec une carte. Donc, il y a soit une carte, soit un QR code. Ok. Et en fonction de l'abonnement que tu as pris, tu accèdes aux différents espaces par le biais d'un tourniquet, d'un triptyque qui te permet de rentrer ou pas. Ok. Donc, Donc, vous avez donc service cardio, muscu, cours, plus développer voilà. d'autres services Alors, annexes. on a cardio, musculation, cross-training, boxe, cycling, cours collectif. Cours collectif avec vraiment un panel très très large de cours. On a environ une quinzaine de cours différents. Beaucoup de cours Les Mills, mais on a aussi des cours traditionnels. On a toutes les sortes de yoga. On a du pilates. On a des concepts hybrides. Comme par exemple, dernièrement, on vient de lancer le Shape, qui est un cours de renforcement musculaire du centre du corps inspiré du yoga et du pilates. On a, voilà, on a beaucoup de cours comme ça. On a des cours nouveaux qui vont encore arriver. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on a 6 nouveaux concepts qui sont arrivés en un an. On essaye de développer. C'est vous qui est développé en interne? Alors, on peut travailler avec des partenaires, mais on est aussi en train de travailler sur certains cours signatures. On en a quelques-uns. Voilà, donc on essaye d'apporter cette nouveauté en permanence, d'étudier les demandes et de répondre aux demandes de nos membres et à l'évolution du marché. On en parlait un petit peu juste avant en off. Il y a, moi, mon domaine de prédilection, c'est le personal training. Je pense qu'il y a aussi une carte à jouer de ce côté-là parce que je vois de plus en plus pour connecter avec les managers, ils sont à la recherche de sources de revenus supplémentaires et je leur dis que le personal training, c'est quand même, je pense en tout cas, une des choses intéressantes à creuser. Vous êtes aussi dans cette optique-là? Alors, on a développé le personal training. Alors, je ne dirais pas qu'on a développé le personal training parce que faut qu'on soit aussi très franc avec ce qu'on fait de bien ou de moins bien. On a lancé le personal training. Je pense qu'aujourd'hui, le personal training, on en parlait juste avant qu'on lance cette interview, le personal training, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un domaine qui doit être managé à part entière. Tu sais, ça me rappelle un petit peu, moi j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'aqua. J'avais dirigé beaucoup de piscines avec de l'aqua et j'avais travaillé en tant que formateur pour Planète Aqua. Et je me rappelle l'erreur que faisaient tous les directeurs. À chaque fois, les directeurs me disaient « Ah putain, la piscine, c'est bien pour vendre, mais c'est jamais rentable. » Et je lui disais qui est ton manager aquatique? Et il me sortait le manager fitness, qui était alors certes le champion du body attack, mais qui ne savait pas nager 100 mètres, quoi. Je lui disais, mais non, c'est pas son métier, en fait. Par contre, j'ai connu des managers de clubs qui avaient des vrais responsables aquatiques qui, eux, cartonnaient. Il y en avait un qui était vers chez toi, qui s'appelait Le Club. Je ne sais pas s'il existe encore. Si, Qui, eux, ouais. marchait très fort en aquatique, par exemple, parce qu'ils avaient mis des vrais responsables dans ce domaine-là. Et le personal training, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire pendant longtemps, on a lancé ça, c'était une option en plus. Je me souviens que les clubs, pendant longtemps, disaient même à leur meilleur coach, bon allez, vas-y, coach, je te demande rien du tout, fais-toi plaisir et rajoute-moi un billet. Et puis, ça a commencé à se structurer avec le temps. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut des vrais managers en personal training, en interne, ou pourquoi pas avec eux, comme on en parlait tout à l'heure, des boîtes externes qui peuvent venir, qui peuvent manager, tout en rentrant dans les valeurs de notre entreprise, bien sûr. Mais en effet, le personal training, c'est un domaine qu'on a lancé, mais que je voudrais développer et surtout, je voudrais rendre beaucoup plus qualitatif. Beaucoup plus qualitatif pour nos membres, mais également beaucoup plus qualitatif pour nos personal trainers qui méritent d'avoir ce management, qui méritent d'avoir cet accompagnement et qui sont assez souvent négligés dans les boîtes. Alors que, comme tu le dis, je pense que ça peut être un levier de revenus intéressant et surtout, pour moi, ça peut être voire peut-être même le levier le plus intéressant et le plus puissant en termes de fidélisation. Donc, il faut qu'on travaille dessus. Ça, c'est un des domaines où on n'est pas encore, on doit être très humble là-dessus parce pour moi, on n'est pas bon encore et il faudra qu'on travaille dessus. Mais
Ça me marque beaucoup ce que tu dis parce que moi, je l'avais véritablement compris. Enfin, ce rôle, travailler en département, tu vois, pour moi, un club ou n'importe quel type d'entité, c'est département. Et c'est vrai qu'il y a souvent un département commercial. Là, je l'ai vraiment compris à l'époque en GFM où il y avait un département cours collectif, quoi. Donc, le mec, il était, ou la personne, elle était responsable de son secteur. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé en tant que manager dans les clubs, c'était ça. J'avais un département cours collectif, département plateau cardio-muscu, département personal trainer. Et comme tu dis, c'est clair que quand tu cloisonnes, chacun doit travailler en synergie, mais quand tu cloisonnes et qu'il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça, bah forcément, il y a beaucoup plus de résultats parce qu'il y a des KPI, il y a des objectifs et on sait la direction, un plan d'action concret, quoi. Tout à fait d'accord. Je pense que dans un premier temps, c'est un des premiers chapitres qu'on apprend à l'école, c'est en école de commerce, c'est les différents types d'organisation. Donc, je pense qu'une organisation doit être dans un premier temps fonctionnelle, c'est-à-dire avec des fonctions claires et précises en fonction des services, tel que tu l'as dit. Et une fois que l'organisation fonctionnelle est en place, qu'elle est claire, on peut commencer en descendant un peu plus bas, proche du terrain, sur des organisations de plus en plus matricielles. En ce moment, c'est la grande mode. Depuis quelques temps, il y a un peu un excès sur LinkedIn du management bienveillant et des organisations matricielles à outrance. Certes, c'est bien, mais c'est bien une fois qu'il y a eu, dans un premier temps, une organisation fonctionnelle qui a été très claire et qui a été très organisée. Et une fois que celle-ci est organisée, en effet, il y a les synergies à mettre en place. Et là, l'organisation plus matricielle peut progressivement se mettre en place, sans oublier la fonctionnalité de chacun, ce qui peut être aussi le danger aussi dans les organisations matricielles. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument qu'il y ait un poste avec une spécialité et, comme je le dis toujours aussi en management, un responsable qui est animé par ce qu'il encadre. C'est-à-dire que toi, tu l'as connu en tant que manager. Moi, par exemple, j'ai été très, très animé dans ma carrière par les cours collectifs à haute intensité et autres. Clairement, quand on me disait faut que tu mettes du pilate, je disais putain, ils me font chier avec leur pilate. Bon, allez, vas-y, je vais mettre du pilate, mais j'avais qu'une envie, c'était de faire un planning avec du body attack, du body pump, du RPM et puis que des cours à haute intensité. Et c'était une erreur. Et c'était une erreur déjà de la direction au-dessus de me mettre dans les mains des choses qui ne m'animaient pas, que j'allais faire par conscience professionnelle, mais que je n'allais pas faire par passion. Donc, je pense que maintenant, dans les boîtes, il faut mettre en effet un responsable des cours collectifs qui est animé par ce type d'activité, tout comme il faut mettre un ou des responsables du personal training qui sont animés et qui sont passionnés par cette activité-là. Et surtout, ne pas faire la bêtise de faire un poste de manager avec un conglomérat d'activités qui seront obligatoirement négligées. Nous, chez EasyGym, ça c'était une des leçons que j'ai eues en termes d'organisation. On a maintenant des organisations qui sont de plus en plus spécialisées. Où, tu vois, par exemple, en termes d'exemple, on a là sur Paris, on a 2 directrices régionales qui ont un rôle vraiment avec de la hauteur, qui chapeautent 5 clubs. Il y en a une qui est vraiment spécialisée dans l'opérationnel et le commercial. Une autre qui est uniquement spécialisée dans le domaine sportif. Et en dessous, on va déployer justement des responsables propres à chaque pôle. Donc là, il va y avoir un responsable qui va s'occuper que de la boxe. Il va y avoir un responsable, je cherche justement un modèle pour avoir une responsabilité personal training, cours collectif. Et ensuite, ça permet en fait d'avoir des gens qui chapeautent de haut, qui sont capables d'avoir cette vision stratégique et d'organisation, et qui vont découler vers des gens, des collaborateurs qui vont avoir des rôles bien précis, sur des postes bien précis, et surtout qui sont passionnés par ce qu'ils font. Moi, en tant que directeur d'enseigne, ça me perturbe avec d'une vision business, mais aussi avec une vision sociale et humaine, de voir des gens qui ne sont pas animés par les sujets qu'on leur a mis dans les mains. C'est-à-dire qu'au niveau du business, ça sera obligatoirement, on sera obligatoirement perdant. Et humainement, c'est aussi traumatisant de voir quelqu'un qui n'est pas animé. Quand j'ai vu dernièrement qu'il y a eu une étude sociologique qui dit que 72% des Français ne sont pas intéressés par leur job,
C'est pathétique. Donc, voilà, c'est quelque chose que je veux éviter dans les enseignes qu'on ouvre. C'est quoi la vision de Easy Gym à 10 ans? Alors, à 10 ans, là, on ne s'en cache pas. On est en train de travailler sur une levée de fonds. Donc, la vision à 10 ans sera dépendante de l'argent qu'on arrive à avoir. Mais comme je te le disais, on a une vision nationale avec un objectif, en effet, dans les 5-6 ans à venir, d'avoir environ 80 clubs en France. On ne voudra pas aller au-delà, parce qu'on pense qu'au-delà, ça va devenir très dur à gérer. Et surtout, en faisant un petit peu un bench de nos concurrents, on s'est rendu compte que quand on allait au-delà, il y avait une négligence certaine sur les premiers clubs ouverts. Il y a d'autres enseignes qui sont là depuis longtemps, qui ont atteint les 150, 200, 250 ouvertures, et qui ont un décalage énorme entre leur modèle des derniers clubs et les premiers modèles. On n'a même pas l'impression d'être dans la même enseigne. Les premières personnes qui ont ouvert, qui sont des franchisés, sont très mécontents de l'accompagnement qu'ils ont parce qu'il n'y a pas eu un renouvellement correspondant au relange régulier de la marque. Et on s'est rendu compte que l'accompagnement devient très complexe au-delà de la barre des 80-90 clubs. Donc nous, on s'est mis une barre nationale à 80 clubs. Ensuite, mes patrons ont réussi à avoir la master européenne et internationale maintenant au monde. Donc l'objectif, ça sera d'ouvrir des clubs en propre, peut-être sur des pays frontaliers. Et puis, sinon, sur les pays un peu plus lointains et sur des marchés qu'on n'a pas du tout la prétention de maîtriser, il y aura un système de master franchise avec donc des masters franchisés qui développeront la marque dans leur pays, tout en ayant un accompagnement d'E-Gym, mais avec une connaissance de leur marché et de leur pays que nous n'aurons pas. Quand je vois que certains en ce moment se lancent, alors oui, ça a l'air d'être un Eldorado, même si je pense que l'énergie va se calmer assez rapidement, mais quand je vois qu'il y en a certains qui se lancent à corps perdu dans le développement de salles, par exemple au Qatar, aux Émirats ou en Chine ou en Inde, c'est des marchés que nous, on ne connaît pas forcément, qu'on ne sera pas capable de manager en direct. Donc, on préfère à ce moment-là trouver des masters franchisés qui maîtrisent totalement leur territoire et qui vont le développer. Donc, pour répondre à ta question, c'est l'objectif d'Easy Gym, c'est 80 clubs en France et beaucoup de clubs dans le monde pour pouvoir répandre cette marque et puis continuer à faire vivre le fitness généraliste et accessible à tous que beaucoup ont enterré dernièrement. Et avec ta riche expérience, c'est quoi ta vision d'aujourd'hui du fitness et de tout ce qui gravite autour du fitness et la vision justement à 5-10 ans? Comment tu vois le marché qui a été, quand on l'a connu nous en 2000, qui était assez généraliste? Il y a eu beaucoup de segmentation du marché. Comment tu vois les choses avec ton recul? Alors en fait, je vois peut-être dans ma carrière, je vois presque, si je pouvais diviser, je vois presque 3 grosses périodes. Je vois en effet la période qu'on a connue quand on a commencé, qui était la période du fitness. Les salles étaient pleines, mais c'était quand même une niche. Les salles étaient pleines parce que finalement, il y avait assez peu de salles. Donc, c'était un peu un milieu d'entre-soi, hein. On était entre nous, on donnait principalement des cours, il faut se l'avouer, ce n'était pas forcément des cours accessibles à tous. On donnait des cours où ça envoyait, où on était entre passionnés. Alors certes, les anciens disent « Oh, tu te rappelles le niveau qu'il y avait ?» Je dis « Ouais, mais franchement, c'était pas très c'est accessible pour tous, quoi, hein. Ça envoyait, c'était beaucoup des passionnés, des ultra fréquentants, des gens qui étaient des anciens sportifs de haut niveau ou même des sportifs qui venaient compléter leur entraînement chez nous. Donc en fait, on a connu cette période du fitness où en effet les salles étaient pleines, remplies de passionnés et ça a été la naissance du fitness en France avec ce fitness très engagé, mais pas forcément accessible à tous. Donc ensuite, j'ai vu la démocratisation du fitness, notamment la démocratisation du fitness avec l'ouverture de nouveaux diplômes, qu'on soit pour ou contre, ça a ouvert aussi certaines portes. Les diplômes étaient plus accessibles. Le fitness a commencé à évoluer en même temps que les réseaux sociaux ont évolué.
et on est arrivé sur un fitness beaucoup plus ouvert, beaucoup plus généraliste et aussi beaucoup plus accessible parce qu'on a commencé à voir des coachs qui commençaient à avoir une certaine notoriété avec des activités accessibles à tous, avec en effet des axes d'activité beaucoup plus larges, avec l'émergence du CrossFit, avec l'émergence du yoga, l'émergence du Pilates, l'émergence de nouvelles activités qui arrivent assez régulièrement et qui ont permis d'avoir un spectre beaucoup plus large d'activités fitness tel qu'on a pu le connaître à nos débuts. Donc, on est dans une période encore de fitness très généraliste, très liée aux réseaux sociaux et très liée à la forme plus que dans le fond, je trouve, en ce moment. Mais j'ai l'espoir et je pense que cette forme restera, mais qu'elle va s'allier à un fond de plus en plus fort avec l'évolution du sport santé et du fitness comme un sport à part entière. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je pense que dans les années 2000, quand on a commencé, si on nous disait « tu fais quel sport ?» Je fais du fitness. On nous aurait dit non, mais tu fais quel sport? Tu fais du foot, tu fais du volley, c'est ça du sport, c'est pas du fitness. Progressivement, avec le temps, quelqu'un qui dit mon sport c'est du fitness, on dit ok, c'est du fitness. Notamment grâce au cross-training et au crossfit, qui ont amené vraiment une partie sportive dans le fitness. Donc, je pense que la vision sportive de réel sport du fitness va grandir, ce qui va permettre d'amener un peu plus de fond. Et puis, bien sûr, il y a le sport santé qui va amener encore plus de fond dans notre milieu. Et le sport santé physique, mais également mental. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'aspects mentaux dans les activités physiques et notamment dans les activités physiques liées au fitness. Et je pense qu'avec le temps, cette période que beaucoup a reniée, et notamment beaucoup de gens de ma génération, et je peux le comprendre, qui était un certain retrait ou parfois même un certain dégoût par rapport à ce fitness très dans la forme liée aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut en profiter, il faut le garder. Ça peut être un levier intéressant pour nous de mise en avant et de conquête sur le marché, toute cette forme et tous ces réseaux sociaux. Mais il faut l'allier de plus en plus avec du fond. Et je pense que le fond sera le fitness comme un réel sport, le fitness comme l'axe principal de sport santé. Et dans cet axe sport santé, je remets 2 points qui sont l'axe physique et l'axe mental. Et je pense qu'à l'avenir, on le dit depuis très longtemps, hein, ça me fait rire quand ils sortent que le sport le plus pratiqué en France est le foot, le tennis. Non, le sport le plus pratiqué en France, c'est le fitness. Il va falloir qu'à un moment, ça rentre dans la tête du ministère et qu'on soit reconnu comme tel, qu'on soit une vraie activité sportive, telle qu'elle, et que surtout, on soit une activité sportive avec un vrai rôle sociétal. Il y a 2 ans, j'avais suivi une formation en médecine ayurvédique. J'avais été poussé par mon ami Yannick Rollier, que tu dois connaître. Yes, ouais. Et, qui était passionné par ça, et j'avais suivi une petite formation avec lui, et après ça m'a intéressé là-dessus. Et je me suis intéressé aussi à l'histoire de la médecine ayurvédique. Et en fait, en Inde, il y a vraiment, quand on dit je suis médecin, on va te demander t'es médecin ayurvédique ou t'es médecin allopathique. C'est 2 médecines totalement différentes. Et la médecine ayurvédique, c'est la médecine de la prévention. C'est pas la médecine du soin, et c'est pas une médecine forcément curative, c'est surtout une médecine de prévention. Et dans les pays d'Extrême-Orient, cette médecine a totalement sa place. Et les médecins ayurvédiques sont autant, voire plus respectés que les médecins allopathiques, parce qu'ils t'empêchent de tomber malade. En France, ça n'existe pas. Et alors peut-être de manière un peu utopique. Ça commence tout doucement avec ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Et c'est un peu mon cheval de bataille aujourd'hui avec les coachs, et j'en parle beaucoup, où pour moi aujourd'hui, un coach, mon métier de coach sportif, je suis plus trop aligné avec ça, parce que le sport, ok, ça fait partie et c'est mon premier pilier. Mais aujourd'hui, effectivement, on a développé beaucoup de choses en plus de la partie sport pour accompagner la personne, parce que je me suis aperçu que le sport, on pouvait résoudre certaines choses, mais on était loin de résoudre tout ce que tu as partagé. Et je vais vraiment dans ton sens sur cette vision-là.
Donc, je pense que l'avenir sera aussi donc, le fitness avec un rôle préventif très important, avec un parallèle, avec peut-être une approche plus occidentale de la médecine ayurvédique qui pourra être très proche de ce que le fitness va faire, avec justement cette capacité de prévenir, cette capacité de prévenir les différents maux, qu'ils soient physiques ou mentaux, et cette capacité d'accompagner les gens vers un bien-être installé, continu, et éviter un maximum de consultations vers de la médecine curative. Donc j'ai espoir, je pense que ça va venir progressivement, je pense que les gens vont le comprendre. Je pense qu'on va garder cette exposition dans les médias. Alors oui, il y a des gens qui ne sont pas forcément, comme on dit, les poissons les plus oxygénés de la rivière sur les réseaux, mais ce n'est pas grave. Ils nous mettent en avant. Et justement, quand les gens disent « Oh, mais t'as vu un tel, il est idiot, il est idiot », mais je dis « Mais tu sais, c'est pas grave dans la vie qu'il y ait des idiots. Parce que si tu es bon, ils te mettront encore plus en avant par leur idiotie. Donc, c'est pas grave. Ils mettent en avant le milieu et puis les bons vont encore plus ressortir, les gens intelligents vont encore plus ressortir, les gens inspirants vont encore plus ressortir et notre métier sera encore plus visible, sera encore plus respecté et aura un rôle de plus en plus important sur la société. Ça commence à se voir. Tu vois, petite parenthèse, quand je vois par exemple que la ministre des Sports est venue récemment, il y a quelques temps maintenant, visiter les bureaux de Planet Fitness. Je me dis, ça, il y a 15 ans, on lui aurait proposé, elle aurait dit, mais je m'en fous en fait de ces bureaux-là, de gens qui font du step et de l'aérobic. Je pense qu'on n'avait même pas la parole. La parole est en train d'arriver et il va falloir qu'on la prenne avec une vision intelligente et comme je le dis souvent, une vision à 360 et une vision sur l'ensemble de la vie des gens. Il va falloir que le fitness apprenne à accompagner tous les profils et tous les profils sur une santé globale optimale, on va dire. Excellent. En tout cas, merci du partage. C'était inspirant et je pense que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin pourront acquiescer et auront eu aussi quelques petites pistes d'amélioration pour leur business. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Vincent? Que mes projets prennent forme. Alors, j'ai bien appris dans la vie que c'est très dur de timer des projets, donc je ne sais pas combien de temps ils vont prendre, mais je m'acharnerai pour qu'ils prennent forme, donc que mes projets prennent forme, que je sois en bonne santé pour pouvoir continuer à faire du sport le plus longtemps possible et essayer d'être vieux, mais vieux en forme le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce que je dis. Les gens ont peur d'être vieux, je leur dis c'est bon signe d'être vieux. Par contre, faut être la meilleure version de soi-même, quel que soit l'âge. Donc, c'est mon objectif de réussir mes challenges et surtout d'être la meilleure version de moi-même, quel que soit l'âge. Et que ce soit sur une vision physique ou mentale. Je pense qu'il faut toujours se challenger comme on dit, essayer d'être 1% meilleur que la veille. C'est ce que j'espère. Et puis, sinon, ce qu'il faut me souhaiter, c'est rencontrer plein de gens intéressants, comme toi, comme Vanessa Jodard, comme Jean-Philippe Pérez, comme mes patrons, comme Benoît Mazera, et je pourrais en citer plein d'autres, qui font qu'à chaque rencontre, on se sent grandi et on se dit que ça valait le coup de rentrer dans ce milieu, quoi. Excellent. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un livre que tu donnes à tes équipes ou je ne sais pas, un podcast ou des choses que tu… Alors, un livre, alors attends, un livre qui est, j'ai plus le titre en tête, mais il est très connu. Moi, s'il y a un livre qu'on pourrait lire et relire, il est ici. C'est L'Art de la Victoire de Phil Knight. Voilà. Ouais. Si vous voulez avoir une vision extrêmement inspirante de l'entrepreneuriat, du management, de la résilience, et voilà, je pense que ça, c'est le livre qu'on devrait faire lire même à toute personne qui rentre en école de commerce,
Donc, c'est le livre du fondateur de Nike qui a eu énormément d'obstacles avant d'y arriver. Qui s'est remis en place des dizaines, peut-être des centaines de fois. Et pour arriver au succès qui est le sien aujourd'hui. Voilà, moi, c'est une des marques qui m'inspire, pas uniquement pour son produit, mais pour son histoire. Tout comme il y a d'autres marques aussi qui nous inspirent et j'espère qu'un jour ils sortiront des livres pour raconter leur histoire. Moi, je suis particulièrement fan d'une marque qui m'inspire, même si c'est pas exactement mon domaine, mais que j'essaye de déployer en termes de management. C'est par exemple Decathlon. Une histoire totalement hallucinante et qui arrive à se réinventer, quel que soit leur succès. Donc voilà, c'est s'inspirer des entreprises qui ont réussi à se remettre en question, qui ont réussi à créer un produit, qui ont réussi à générer un business énorme tout en créant ou en mettant en place des valeurs très inspirantes. Donc voilà, inspirez-vous des gens inspirants et puis lisez ce type de livre comme L'Art de la Victoire de Phil Knight, qui est vraiment… Comment tu fais pour continuer à t'améliorer? Alors moi, comment je fais pour continuer à m'améliorer sur divers domaines? Je suis toujours en train de passer des formations. Voilà, après 23 ans de formation. Là, en ce moment, je passe un DU Sport Santé. L'année dernière, j'ai validé un MBA à l'Institut français de gestion. L'année d'avant, un master à l'INSEC. Là, je suis déjà en train de réfléchir au prochain DU que je vais passer. Donc, en termes de formation, je suis en permanence en train de me former. Je me lance des challenges physiques. Là, je me prépare pour un Alpha Ironman. Là, je me prépare pour suite Vichy. Vichy. Voilà. Et je me lance des challenges qui sont divers sur, tu sais, assez tôt, suite à un événement dans ma vie, j'ai fonctionné par liste. Et je liste en fait un challenge que je me mets tous les ans. Donc, s'il va y avoir un chapitre sur la formation, donc je me mets un challenge en formation. J'ai un chapitre sport, donc je me mets un challenge sportif. Je me mets un challenge de voyage. Je me mets un challenge familial. Et c'est un peu mes lignes directives dans l'année. Donc, c'est comme ça que j'avance. Par exemple, en termes de lecture, je m'impose dans mon agenda professionnel. Donc, si mes collègues voient dans mon agenda professionnel 1 heure où c'est marqué LL, c'est de la lecture. Je m'impose 1 heure de lecture par jour. Okay. Voilà. Je file des axes importants pour moi qui sont primordiaux dans ma vie pour pas déséquilibrer ma vie et être obsédé sur un seul et unique axe. Et j'essaye de me relever au moins un gros challenge par axe dans l'année et d'organiser mon année comme ça. Excellent. Bah, super. Voilà. Bah, merci. Merci en tout cas de tout ce parcours. Merci à tous également d'avoir écouté le podcast. Pensez à mettre un petit 5 étoiles et un super commentaire à Vincent. Merci Vincent, au plaisir peut-être de se voir très prochainement sur Dijon. Et puis on se dit, nous, à très vite pour un prochain invité. Salut tout le monde. Salut Vincent. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.